Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram opérationnelle d'ici quelques semaines. Les derniers ajustements ont été décidés ce samedi lors d'une réunion des chefs d'état-major des pays membres. Se dirige-t-on vers une modification de la Constitution au Burundi? C'est en tout cas ce que souhaite le président Pierre Nkurunziza afin de former un gouvernement d'union nationale. Et puis la logique a été respectée ce dimanche lors de la 3e journée de l'Afrobasket 2015. Retour sur les temps forts des groupes A et C dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, il s'en est fallu de peu. Le chef de l'armée du Nigeria, le général Tukur Buratai, a échappé indemne à une embuscade des éléments de Boko Haram dans le nord-est du pays ce samedi. Une attaque qui est survenue alors qu'il visitait un contingent de l'armée à 45 km de Maiduguri, capitale de l'État de Borno. 10 militants islamistes et un soldat nigérian ont été tués dans les échanges de tirs. Et à N'Djamena, la capitale tchadienne, des chefs d'état-major des pays riverains du lac Tchad et le Bénin ont mis la dernière main à un plan de lutte contre la nébuleuse ce samedi 22 août. Effectif, financement, détails stratégiques, tous les points essentiels ont été passés en revue. Les détails avec Arwa Barkala. Organisation des efforts de lutte contre Boko Haram, les chefs d'état-major des 5 pays engagés dans la lutte contre la nébuleuse islamiste étaient réunis les jeudis 21 et vendredi 22 août à N'Djamena au Tchad. Objectif, finaliser la mise en place de la force multinationale mixte chargée de combattre Boko Haram. La première condition, il faut les constituer. Combien d'hommes, combien de femmes, où est-ce qu'on peut les soigner, quel type d'armes ils peuvent posséder, et dans quelle direction? Est-ce que c'est sur l'eau? Est-ce que c'est dans la forêt? Et quel type d'équipement dont ils ont besoin s'il s'agit de l'armée de l'air? S'il faut, par exemple, sur le lac Tchad, utiliser des canaux pneumatiques, ça coûte combien? Et qui sont les hommes et les femmes spécialisés pour piloter ces engins? Voilà des questions opérationnelles. Au total, les 5 pays mobiliseront 8700 militaires. Le contingent nigérian sera composé de 3750 soldats. Celui du Tchad en comptera 3000, le Cameroun 2650, le Niger 1000 et le Bénin 750. Calculer les fins en fonction de moyens. Et ça, c'est possible. Ça peut demander que les pays se cotisent d'abord parce que avant de vouloir demander le concours des autres, il faut demander le concours de soi. Si chaque armée agit dans un secteur déterminé, les actions peuvent continuer comme elles ont été menées aujourd'hui. Alors maintenant que la mobilisation doit continuer, on peut continuer la mobilisation sur la capacité de chaque armée, prise individuellement, en attendant les mécanismes de coordination. Les contingents déployés seront répartis sur 3 zones autour du lac Tchad. Chaque pays contributeur nommera un responsable militaire pour chaque territoire. Le déploiement effectif de la force multinationale est attendu d'ici à 3 mois. Au Burundi, l'heure est aux réflexions quant à la composition d'un gouvernement d'union nationale. Et pour ce faire, une modification de l'article 129 de la Constitution est indispensable. Le pays semble donc se diriger vers un réaménagement constitutionnel. Explication avec Lise Elsi à Kizimana. Le Burundi en attente du nouveau gouvernement du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État burundais a prêté serment le jeudi 20 août 2015 après sa réélection du 21 juillet. Et c'est lors de son discours d'investiture qu'il a mentionné son souhait de modifier l'article 129 de la Constitution afin de pouvoir constituer un gouvernement d'union nationale. Habituellement, la Constitution de la République était strictement respectée. On voudrait qu'on apporte donc des changements au gouvernement pour l'élargir jusqu'à y intégrer ceux qui n'auront pas acquis les pourcentages donc tracés par la Constitution. C'est-à-dire que c'est là où le président de la République lui a dit qu'il va se concerter donc avec les Burundais donc pour voir comment on pourra éventuellement modifier cet article 129
pour pouvoir y intégrer les autres. Donc ça, c'est une question interne donc que les Burundais même donc peut-être pourront trancher. Cet article 129 est le socle de la constitution burundaise et l'opposition ne souhaite pas le réviser. Le texte prévoit en effet le respect des équilibres ethniques. 60% des portefeuilles ministériels doivent être occupés par des Hutus et 40% par des Tutsis et au moins 30% par des femmes. Il exige surtout que pour intégrer le gouvernement, chaque parti politique doit réunir au moins 5% des voix. À l'heure actuelle, seul le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, réunit les conditions nécessaires. D'abord, la concertation suppose qu'il y ait reprise de dialogue. Sinon, la révision serait simple. Ça passe par le Parlement. Lequel Parlement maintenant est pratiquement à 98% CNDD-FDD. Et même là, si Rwasa n'accepte pas de jouer le mauvais jeu, le CNDD-FDD est incapable de totaliser 4/5 des membres de l'Assemblée nationale, ce qui ne va pas lui permettre de réviser cet article. Même si le gouvernement tarde à être mis en place, le président Pierre Nkurunziza a déjà nommé ses 2 vice-présidents. Le premier vice-président, Gaston Sindimo, issu de l'UPRONA, proche du pouvoir, sera chargé du domaine politique. Et le deuxième vice-président, Joseph Butore, issu du CNDD-FDD, sera en charge des questions économiques. Et notons que la violence persiste sur le terrain. Pension Barodouanayo, administrateur de la commune d'Issalé, proche de Bujumbura, et membre du parti de l'opposant Agathon Rwasa, a été abattu par des hommes non identifiés ce samedi 22 août. Un meurtre qui intervient après 2 autres assassinats ciblés survenus récemment, celui du colonel Jean Biko Magou et du général Adolphe Nshimirimana. Une nouvelle enquête a été ouverte. Dans le reste de l'actualité, Libreville au centre des tractations économiques et commerciales entre les pays d'Afrique et les États-Unis. La 14e édition du Forum international de l'AGOA, l'Africa Grant Opportunity Act, s'ouvre en effet ce lundi dans la capitale gabonaise. Plus de 1000 délégués officiels en provenance de 39 pays vont se pencher sur les moyens de pérenniser cet accord de partenariat gagnant-gagnant. On écoute à ce propos Maïs Mouissi, consultant bancaire. Il est clair que dès lors qu'on met en place des accords de type libre-échange, en tout cas des accords qui facilitent les échanges commerciaux entre des pays dont l'économie est relativement faible par rapport à celle des États-Unis, et qu'on met en place des boosters d'exportation, c'est clair que l'AGOA est bénéfique. Et en ce sens, il faut renouveler l'AGOA, faire en sorte que plus de pays participent à ce processus, mais surtout que plus de produits rentre dans les échanges entre les États-Unis et les pays du continent africain. Du sport à présent, l'Afrobasket 2015 se poursuit en Tunisie. Pas de grosse surprise lors de la 3e journée ce dimanche. Le Cameroun, l'Égypte et la Tunisie ont répondu aux attentes. La Centrafrique, de son côté, a arraché une première victoire en disposant de l'Ouganda. Le point tout de suite avec Lise Elsie à Kizimana. Les Lions du Cameroun ont validé dimanche 23 août leur 2e victoire de poule de l'Afrobasket 2015 en Tunisie. Opposé au Cameroun pour le compte de la 3e journée du groupe C, le Gabon s'est incliné 93-67. Une victoire rassurante pour les hommes d'Adingono Lazare avant d'entamer les 8e de finale à partir du 25 août. Sur le plan valeur intrinsèque, je pense que le Cameroun est supérieur au Gabon. Le Gabon, c'est l'une de leurs toutes premières participations. Le Cameroun est rompu à la tâche. Je pense qu'après le premier match, ils ont dû s'adapter et ils ont dû relever le niveau. Et c'est de bon augure pour la suite du tournoi. Donc je pense que ça rentre dans la logique des choses que le Cameroun prenne le dessus sur le Gabon. Toujours dans le groupe C, l'Égypte a réalisé dimanche un 3e succès consécutif. L'équipe égyptienne s'est imposée dans la douleur face au Mali 55-49. En tête de leur poule, les Pharaons seront opposés au dernier du groupe D dans les 8e de finale. L'Égypte est l'équipe qui m'a la plus séduit parce que tout simplement c'est une équipe jeune mais qui joue un basket académique, donc un basket vraiment bien pensé
avancée bien léchée et qui se retrouve aussi bien en défense qu'en attaque. Et je vois que c'est une équipe qui, sur le plan basket académique, est la plus aboutie parce que tout simplement tout se joue en collectif. Ils ont une défense vraiment avec des rotations vraiment bien huilées. C'est une équipe de jeunes et ça prouve effectivement que c'est une équipe dont les joueurs, la plupart des joueurs ont fait toutes les catégories, c'est-à-dire les petites catégories jusqu'en senior. Dans ces matchs de dimanche 23 août, on note aussi la Tunisie qui a bien maîtrisé le Nigeria avec 70 points contre 59 et la République centrafricaine qui a arraché une première victoire dans la compétition en disposant de l'Ouganda 60-56. Ce lundi, le Zimbabwe joue contre le Cap-Vert, l'Algérie contre la Côte d'Ivoire, tandis que le Maroc affronte le Mozambique et le Sénégal, l'Angola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.